Le PDG de BlackRock, Larry Fink, s'est enfin exprimé. Il s'est exprimé sur les actions de Thomas Crooks. Et ces mots ont laissé beaucoup de gens se demander ce qui va se passer ensuite, surtout après cette publicité vidéo mettant en scène le tireur de Trump. La grande influence de son entreprise fait que les paroles de Fink sont importantes. Cela pourrait révéler les véritables motivations de Thomas Matthew Crooks. Attendons de voir. Un drame choquant se déroule. Alors que les choses ne pouvaient pas être plus compliquées, Thomas Matthew Crooks, le tireur de 20 ans qui a abattu et blessé l'ancien président Donald Trump, a été révélé comme étant apparu dans une publicité de BlackRock datant de 2022. Oui, BlackRock, dirigé par le PDG Larry Fink. Le premier tweet révélant l'apparition de Crooks dans la vidéo de BlackRock a été vu plus de 17 millions de fois en moins de 24 heures. Des milliers de réponses ont fait écho à l'idée que la tentative d'assassinat était un coup monté de l'intérieur et qu'il n'y avait pas de coïncidence. L'idée que BlackRock puisse être impliqué dans un tel complot s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Revenons en 2022. Thomas Matthew Crooks est encore élève au lycée de Bethel Park. Comme beaucoup d'autres élèves, il assiste aux cours, participe aux activités scolaires et fait partie de la vie quotidienne de l'établissement. À cette époque, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, décide de produire une série de publicités destinées aux enseignants qui gèrent leurs avoirs de retraite. Ces publicités ont été conçues pour établir un lien avec les enseignants et leur fournir des informations précieuses sur la manière de gérer efficacement leurs fonds de retraite. L'une de ces publicités a été filmée au lycée de Bethel Park, dans une salle de classe dirigée par un vrai professeur et avec de vrais élèves. L'objectif était de créer un environnement authentique et réaliste, susceptible de toucher le public cible, à savoir les enseignants. Thomas Matthew Crooks était l'un des élèves apparaissant à l'arrière-plan de cette publicité. Selon BlackRock, Crooks n'a pas été payé pour son apparition et n'a pas été engagé en tant qu'acteur. Il était simplement l'un des étudiants présents lors du tournage. BlackRock l'a confirmé dans une déclaration à CBS Money Watch. En 2022, nous avons diffusé une publicité mettant en scène un enseignant de la Bethel Park High School, dans laquelle plusieurs étudiants non rémunérés apparaissaient brièvement en arrière-plan, dont Thomas Matthew Crooks. Nous mettrons toutes les séquences vidéo à la disposition des autorités compétentes et nous avons retiré la vidéo de la circulation par respect pour les victimes. Cette publicité s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par BlackRock pour atteindre les enseignants et les aider à gérer leurs avoirs de retraite. Il s'agissait d'une campagne positive et bien intentionnée, visant à fournir de précieux conseils financiers aux enseignants. Le cadre de la classe, avec de vrais élèves et un vrai professeur, était censé ajouter une touche d'authenticité et de réalisme au message. Personne ne se doutait que l'un de ces élèves serait plus tard impliqué dans un événement aussi tragique et violent. L'apparition de Thomas Matthew Crooks dans l'annonce est brève et anodine. Il n'est qu'un visage de plus à l'arrière-plan, se fondant dans la masse de ses camarades de classe. Rien ne laissait présager qu'il deviendrait plus tard le centre d'une tragédie nationale. C'est ce qui rend cette histoire si choquante et si difficile à comprendre. Comment un élève apparemment ordinaire a-t-il pu devenir un auteur de tentatives d'assassinat? Qu'est-ce qui l'a conduit sur cette voie sombre? En reconstituant le passé de Crooks, il est important de noter qu'il n'y avait aucune indication préalable de tendances violentes ou de comportement criminel. C'était un élève normal qui assistait aux cours et participait aux activités scolaires comme n'importe quel autre adolescent. Son implication dans la publicité de BlackRock n'était qu'une pure coïncidence, le résultat d'avoir été au bon endroit au bon moment, ou, comme il s'avère, au mauvais endroit au mauvais moment. La révélation de l'apparition de Crooks dans la publicité de BlackRock a ajouté une couche de complexité à une histoire déjà tragique. Cette histoire a commencé avec l'événement tragique qui s'est produit lors d'un rassemblement en faveur de l'ancien président Donald Trump. Un samedi apparemment ordinaire, le chaos a éclaté lorsque Thomas Matthew Crooks a ouvert le feu, blessant Trump et provoquant la panique parmi les participants. Cependant, la réaction du PDG à cet événement tragique a été sincère. Il a exprimé ses profonds regrets pour l'implication, même indirecte, de l'entreprise dans cet événement tragique. La tentative d'assassinat de l'ancien président Trump est odieuse. Nous sommes reconnaissants que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé et nous pensons à tous les passants innocents et aux victimes de cet acte horrible, en particulier à la personne qui a été tuée, a-t-il déclaré. Le PDG a également souligné que BlackRock condamne la violence politique sous toutes ses formes. Toutefois, de nombreuses personnes se posent encore diverses questions, telles que l'identité de Thomas Matthew Crooks et son lien avec BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, et son directeur général. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel de comprendre qui est Larry Fink et pourquoi il est si important. C'est dans le modeste quartier de Van Nuys, en Californie,
que Lawrence Douglas Fink a commencé son parcours pour devenir le PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion d'investissement au monde. Né le 2 novembre 1952, il grandit dans une famille juive avec 2 frères et sœurs. Sa mère, Lila, est professeure d'anglais et son père, Frederick, est propriétaire d'un magasin de chaussures. Cette éducation de classe moyenne a inculqué à Fink une solide éthique du travail et une profonde appréciation de l'éducation, des valeurs qui se sont révélées cruciales pour sa carrière. Le début de la vie de M. Fink a été marqué par un mélange d'éducation solide et d'exposition au monde des affaires. Sa mère accordait beaucoup d'importance à l'éducation et l'entreprise de son père lui a permis de comprendre les réalités de la gestion d'une petite entreprise. Cette expérience l'a aidé à comprendre à la fois la théorie et la pratique des affaires. En 1974, Fink obtient un diplôme en sciences politiques à l'UCLA. Il y découvre diverses idées et réseaux, notamment par l'intermédiaire de Kappa Beta Phi, une fraternité liée à Wall Street. Il a ensuite suivi un MBA en immobilier à l'Anderson School of Management de l'UCLA, dont il est sorti diplômé en 1976. Cette formation lui a permis d'approfondir ses connaissances dans les domaines de l'immobilier et de la finance, et d'aiguiser ses capacités d'analyse. La formation et l'éducation de M. Fink lui ont appris ce qu'est le risque et la récompense. L'expérience de son père dans le monde des affaires lui a montré les risques financiers, tandis que ses études l'ont préparé à les gérer. Après avoir obtenu son MBA, il a rejoint la banque d'investissement First Boston en 1976, où il s'est fait connaître en négociant des titres adossés à des créances hypothécaires et en gérant le département obligataire de la société, dont il a considérablement augmenté les actifs. Cependant, la carrière de M. Fink à First Boston a été semée d'embûches. En 1986, ses prévisions erronées sur les taux d'intérêt ont entraîné une perte de 100 millions de dollars pour son département. Ce revers a été un tournant pour Fink, renforçant l'importance d'une gestion globale des risques. Déterminé à tirer les leçons de ses erreurs, M. Fink a commencé à développer une approche plus rigoureuse de la gestion des risques. Cette nouvelle attention portée aux risques deviendra plus tard la pierre angulaire de la stratégie d'investissement de BlackRock. En 1988, M. Fink a cofondé BlackRock sous l'égide du Blackstone Group. Au départ, BlackRock faisait partie de Blackstone, mais elle s'en est séparée en 1994, M. Fink conservant ses fonctions d'administrateur et de directeur général. La création de BlackRock a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la carrière de M. Fink, un chapitre qui l'a vu transformer la société en une puissance financière mondiale. Larry Fink, la force motrice de BlackRock, a entrepris de révolutionner la gestion d'actifs. Se concentrant initialement sur la gestion des risques et les produits à revenus fixes, BlackRock s'est rapidement diversifié dans les actions, l'immobilier et les investissements alternatifs. Son succès est dû à des stratégies innovantes de gestion des risques et à sa capacité d'adaptation à l'évolution du marché. Aujourd'hui, BlackRock opère dans plus de 30 pays et sert des clients dans plus de 100 nations. Sa clientèle va des gouvernements et des entreprises aux fondations et à des millions d'investisseurs individuels. L'étendue de ses activités et la diversité de sa clientèle ont permis à BlackRock de s'imposer comme un acteur majeur de la finance mondiale. L'utilisation de la technologie est un facteur crucial de la réussite de BlackRock. Le système de gestion des risques de l'entreprise, Aladdin, est au cœur de ses opérations. Aladdin, qui signifie Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, est une plateforme sophistiquée qui traite de grandes quantités de données pour guider les décisions d'investissement. Il gère actuellement plus de 20 000 milliards de dollars d'actifs, soit un montant comparable à l'ensemble du PIB des États-Unis. L'influence d'Aladdin va au-delà de BlackRock, puisqu'il est également utilisé par d'autres institutions financières, telles que des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Cette utilisation généralisée renforce l'influence de BlackRock dans le secteur financier. Un autre aspect important de l'impact de BlackRock est son rôle dans l'investissement passif. Contrairement à l'investissement actif, qui consiste à sélectionner des actions spécifiques pour surperformer le marché, l'investissement passif consiste à acheter un large éventail d'actifs pour s'aligner sur les performances du marché. La division iShares de BlackRock, connue pour ses fonds négociés en bourse, ETF, est à la pointe de cette tendance. Le plus grand fonds de la société, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, est évalué à plus de 500 milliards de dollars. La croissance de l'investissement passif est à l'origine de l'expansion rapide de BlackRock. En proposant des options d'investissement diversifiées et peu coûteuses, la société a attiré de nombreux investisseurs à la recherche d'une croissance fiable de leur patrimoine. Cela a également fait de BlackRock un actionnaire majeur dans de nombreuses entreprises mondiales de premier plan, ce qui a encore accru son influence. Le pouvoir de BlackRock va au-delà des questions financières. En tant qu'actionnaire important, il peut influencer la gouvernance de ses investissements, en influençant les politiques des entreprises sur des questions telles que la rémunération des cadres, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale.
Les lettres annuelles de Larry Fink au PDG, qui décrivent les attentes de BlackRock, sont devenues des événements notables dans le monde des affaires. Dans sa lettre de 2021, M. Fink a souligné l'importance de la prise en compte du risque climatique, déclarant que « le risque climatique est un risque d'investissement ». Il a exhorté les entreprises à révéler leurs plans pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles, ce qui a suscité à la fois des éloges et des critiques. Certaines critiques, en particulier de la droite américaine, ont accusé BlackRock de promouvoir le capitalisme éveillé et de défendre un programme politique. Cette perception de BlackRock comme une entité puissante et énigmatique capable d'influencer les événements mondiaux en a fait une cible privilégiée pour les théories du complot. BlackRock a également fait l'objet d'un examen minutieux dans le passé, parce que certains de ces fonds indiciels détenaient des actions de fabricants d'armes à feu. L'un des éléments clés de la stratégie d'investissement de BlackRock est son large éventail de fonds indiciels. Ces fonds sont conçus pour refléter la performance d'indices de marché spécifiques, tels que le S&P 500 ou le Russell 2000. Ils offrent ainsi aux investisseurs une large exposition au marché, de faibles coûts de fonctionnement et un risque diversifié. Toutefois, cette méthode d'investissement apparemment simple a donné lieu à des résultats inattendus et controversés. Les fonds indiciels doivent inclure toutes les entreprises qui composent les indices qu'ils suivent. Par conséquent, si un indice comprend des fabricants d'armes à feu, le fonds indiciel correspondant détiendra également des actions de ces sociétés. Par exemple, l'indice Russell 2000, qui suit les sociétés à petite capitalisation, comprend des fabricants d'armes de premier plan comme Sturm, Ruger & Company et American Outdoor Brands. Par conséquent, l'ETF eShares Russell 2000 de BlackRock détient des actions de ces fabricants d'armes. L'inclusion automatique des fabricants d'armes à feu dans les fonds indiciels de BlackRock a suscité une vive controverse. Les critiques soutiennent qu'il est hypocrite pour une société qui promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, d'investir dans l'industrie des armes à feu. L'investissement ESG se concentre sur les entreprises qui excellent en matière de durabilité et de pratiques éthiques, ce qui soulève des questions sur la manière dont BlackRock concilie ses engagements ESG avec des investissements dans un secteur associé à la violence par arme à feu et aux fusillades de masse. La controverse autour des investissements de BlackRock dans les fabricants d'armes à feu a atteint son apogée après la tragique fusillade de l'école de Parkland en 2018. Ce massacre, qui a coûté la vie à 17 personnes, a relancé le débat national sur le contrôle des armes à feu et mis en lumière les institutions financières qui investissent dans l'industrie des armes à feu. Dans la foulée, BlackRock a fait l'objet d'un examen approfondi et d'une réaction négative du public concernant sa détention d'actions de fabricants d'armes à feu par l'intermédiaire de ses fonds indiciels. En réponse aux critiques croissantes, BlackRock a annoncé qu'elle proposerait de nouveaux produits d'investissement excluant les fabricants d'armes à feu et qu'elle s'engagerait auprès de ces entreprises pour mieux comprendre leurs pratiques commerciales. Des personnes ont fait le lien avec le fusil utilisé par Thomas Matthew Crooks lors du rassemblement de Butler en Pennsylvanie, ce qui a renforcé les soupçons quant à l'implication du PDG de BlackRock dans la tentative d'assassinat de Trump. Quelle est la prochaine étape? L'apparition de Thomas Matthew Crooks dans une vidéo promotionnelle de BlackRock a intensifié les spéculations sur l'implication potentielle de BlackRock dans la tentative d'assassinat de Donald Trump. Cet incident a donné lieu à de nombreuses théories du complot liant BlackRock à l'attentat. Les théoriciens du complot n'ont pas tardé à établir des liens entre BlackRock, son PDG Larry Fink, et l'attentat contre la vie de M. Trump. Ces théories ont gagné beaucoup de terrain en ligne, de nombreuses personnes spéculant sur le rôle de la société dans cet événement. Depuis longtemps, les théoriciens du complot, en particulier dans les milieux de droite aux États-Unis, affirment que BlackRock manipule les événements mondiaux à son profit. Lorsque Fox News a été poursuivi en justice par Dominion Voting Systems, certains ont émis l'hypothèse que BlackRock possédait les deux entités et qu'elle était soit en train de truquer les élections américaines de 2020 avec les machines à voter, soit en train d'orchestrer le procès pour écarter Tucker Carlson, un éminent partisan de Trump qui avait répandu de fausses allégations sur Dominion. Pour ajouter à ces théories, Robert F. Kennedy Jr., un candidat indépendant, a affirmé à tort que BlackRock achetait secrètement la plupart des maisons américaines. De même, Vivek Ramaswamy, qui s'est d'abord présenté à l'investiture républicaine avant de soutenir Trump, a décrit BlackRock et deux autres gestionnaires d'actifs comme sans doute le cartel le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Ces déclarations n'ont fait qu'alimenter les théories du complot autour de BlackRock. Compte tenu de sa taille et de son influence, BlackRock est une cible commode pour les théoriciens de la conspiration. Gérant plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs, détenant des parts importantes dans de nombreuses entreprises et jouant un rôle majeur sur les marchés financiers mondiaux,
BlackRock, de par son envergure, est facile à relier à presque n'importe quel événement ou entité. Une théorie courante suggère que BlackRock a orchestré la tentative d'assassinat de Trump pour protéger ses intérêts. Les partisans de cette théorie affirment que les politiques et la rhétorique de Trump menaçaient les activités mondiales de BlackRock et que sa destitution garantirait la poursuite de politiques favorables au modèle d'entreprise de BlackRock. Une autre théorie postule que le plaidoyer de BlackRock en faveur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, est entré en conflit avec l'administration de Trump. Les lettres annuelles de Larry Fink au PDG mettent l'accent sur le risque climatique et les émissions nettes de carbone nulles. Les théoriciens du complot soutiennent que BlackRock considérait Trump comme un obstacle à ses objectifs ESG et cherchait à l'éliminer. En outre, il existe des spéculations sur les liens entre BlackRock et d'autres entités puissantes. Certaines théories suggèrent que BlackRock fait partie d'une cabale de l'élite mondiale qui contrôle les événements mondiaux depuis les coulisses, en s'appuyant souvent sur des tropes antisémites et des affirmations infondées sur les sociétés secrètes et les gouvernements de l'ombre. Des personnalités comme Russell Brand ont alimenté ces théories. M. Brand a suggéré que les incendies de forêt de 2023 à Hawaï avaient été déclenchés à l'aide d'un laser appartenant à Bill Gates, au profit de BlackRock. Bien que cette affirmation ait été démentie, elle montre à quel point BlackRock est devenu le point de mire de diverses théories du complot. Des théories du complot ont également suggéré que l'héritage juif de Larry Fink pourrait être un facteur dans le complot présumé contre lui, surtout si l'on considère l'histoire des commentaires antisémites de Donald Trump. Tout au long de sa carrière politique, Donald Trump a fait plusieurs remarques que beaucoup ont jugées antisémites. Ces déclarations ont suscité l'indignation et ont eu des répercussions importantes au sein de la communauté juive et au-delà. En 2015, alors qu'il n'était encore qu'un outsider dans la course à la présidence, Donald Trump a fait une déclaration controversée lors d'un discours devant la coalition juive républicaine. Il a laissé entendre que les Juifs utilisaient de l'argent pour influencer les politiciens, renforçant ainsi les stéréotypes néfastes sur les Juifs et le contrôle financier. Cette remarque s'appuie sur des préjugés de longue date et contribue à la marginalisation des communautés juives. L'idée que les Juifs détiennent un pouvoir financier disproportionné a des racines historiques profondes. Ces stéréotypes ont perduré depuis l'Europe médiévale, où les Juifs étaient tenus pour responsables des difficultés économiques jusqu'au protocole des sages de Sion, qui prétendait à tort qu'une conspiration juive contrôlait le monde. Le commentaire de M. Trump s'inspire de ces mythes nuisibles qui ont historiquement porté préjudice aux communautés juives. Alors que sa présidence se poursuivait, les remarques de Trump sont restées controversées. En 2019, il a suggéré que les Juifs qui votaient pour les démocrates étaient très déloyaux envers Israël. Cette déclaration a été critiquée pour promouvoir le trope antisémite de la double loyauté, impliquant que les Juifs sont plus loyaux envers Israël qu'envers leur propre pays. Cette accusation a été utilisée pour remettre en question le patriotisme des citoyens juifs et justifier leur exclusion des sphères politiques et sociales. Le commentaire de M. Trump est intervenu au cours d'une période de polarisation politique intense aux États-Unis, où la communauté juive, comme beaucoup d'autres, a été divisée selon des lignes partisanes. Alors que de nombreux Juifs américains soutiennent traditionnellement le Parti démocrate, certains Juifs orthodoxes se sont alignés sur les républicains en raison de leur soutien à Israël et de leurs valeurs conservatrices. Les remarques de Trump ont cherché à exploiter ces divisions, en présentant la loyauté politique comme une mesure de l'identité juive. La controverse s'est intensifiée en 2022 lorsque M. Trump a accueilli dans sa résidence de Floride 2 invités connus pour leurs propos antisémites. Cette initiative a alimenté les accusations selon lesquelles M. Trump approuvait les opinions antisémites, les critiques estimant que le fait de s'associer à de tels individus légitimait leur rhétorique haineuse. En mars 2024, M. Trump a suscité une nouvelle controverse en accusant les démocrates juifs d'être déloyaux à l'égard de leur foi et d'Israël. Il a déclaré « Toute personne juive qui vote pour les démocrates déteste leur religion. Ils détestent tout ce qui concerne Israël. » Cette déclaration a été condamnée par la Maison-Blanche, les dirigeants juifs et d'autres, le rabbin Rick Jacobs, de l'Union pour le judaïsme réformé, qualifiant la rhétorique de M. Trump de dangereuse, source de division et erronée. Récemment, des théories du complot ont émergé, suggérant que Thomas Matthew Crooks et Larry Fink sont tous deux d'origine juive et que l'attaque faisait partie d'un plan visant à écarter Trump du pouvoir. Ces théories ont ajouté une nouvelle couche de complexité à la situation, entremêlant les tropes antisémites et les motifs politiques. Le rassemblement de Butler, en Pennsylvanie, était censé être un événement de routine pour l'ancien président Donald Trump. Les partisans se sont rassemblés en grand nombre, agitant des drapeaux et scandant des slogans, impatients de l'entendre parler.
L'atmosphère était chargée d'anticipation et d'excitation. Cependant, ce qui a commencé comme un rassemblement politique typique a rapidement sombré dans le chaos. Alors que M. Trump monte sur scène, les acclamations de la foule sont brusquement interrompues par le bruit incomparable d'une fusillade. La panique s'est emparée des gens qui se sont précipités pour se mettre à l'abri, ne sachant pas où se trouvait le tireur. Les agents des services secrets sont immédiatement entrés en action, formant une barrière de protection autour de M. Trump et l'escortant hors de la scène. Le tireur, identifié plus tard comme Thomas Matthew Crooks, s'était positionné sur un toit voisin, armé d'une arme de type AR. Crooks a tiré 6 à 8 balles, dont l'une a effleuré l'oreille de Trump. L'attaque a fait un mort et 2 blessés graves parmi les passants. La scène s'est déroulée dans un véritable pandémonium, les cris emplissant l'air et les gens tentant désespérément de s'enfuir. En quelques instants, les tireurs d'élite des services secrets ont localisé Crooks et neutralisé la menace, mettant ainsi fin à la fusillade. Au lendemain de la fusillade, de nouveaux détails sur les actions de Crooks ont commencé à émerger. Des sources ont révélé que M. Crooks avait fait voler un drone au-dessus du lieu du rassemblement avant la fusillade, ce qui soulève des questions quant à sa planification et à ses intentions. Ce détail a ajouté au sentiment croissant de malaise et de confusion entourant l'incident. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux, soignant les blessés et sécurisant la zone. Les forces de l'ordre, dont le FBI, se sont rapidement mobilisées pour enquêter sur l'incident. Le site du rassemblement a été transformé en scène de crime, avec des rubans jaunes délimitant la zone et des enquêteurs passant méticuleusement les preuves au peigne fin. La nouvelle de la tentative d'assassinat s'est rapidement répandue, faisant la une des journaux et captant l'attention de la nation. Des questions se posent sur les motivations de Crooks et sur la manière dont il a réussi à mener à bien une attaque aussi effrontée. L'implication du FBI a souligné la gravité de la situation, car les agents ont entamé le processus laborieux de reconstitution des événements qui ont conduit à la fusillade. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention s'est portée sur le domicile de Crooks à Bethel Park. La visite du FBI à son domicile a marqué une étape cruciale dans la compréhension de l'esprit et des motivations du tireur. Les enquêteurs ont cherché à découvrir les secrets cachés dans sa maison et ceux qui l'a poussé à s'en prendre à un ancien président. L'équipe d'intervention du FBI est entrée dans la maison de Crooks, préparée à une fouille méticuleuse. Chaque recoin de la maison a été scruté, chaque objet examiné, dans l'espoir de découvrir des indices permettant d'expliquer les actions choquantes de Crooks. Les agents se sont déplacés méthodiquement dans la maison, collectant tout ce qui pouvait être utile à l'enquête. La découverte de matériaux rudimentaires pour la fabrication de bombes a alarmé l'équipe, augmentant encore les enjeux. Les voisins ont exprimé leur choc et leur incrédulité. L'un d'entre eux a déclaré qu'il était choquant de savoir que Crooks vivait si près de chez eux et qu'il avait commis un acte aussi violent, ajoutant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il était capable de telles actions. À l'extérieur de la maison, les agents du FBI se sont divisés en paires, frappant aux portes et s'entretenant avec les voisins. De nombreux habitants étaient réticents à parler, mais les agents ont persisté, déterminés à recueillir autant d'informations que possible. Un voisin, Steve Rivière, a déclaré qu'il ne se sentait pas particulièrement coupable parce qu'il vivait dans le même quartier, mais qu'il était choqué et surpris qu'une telle chose se produise. Il a ajouté que tout le monde espérait que de tels incidents cesseraient et que les gens pourraient recommencer à discuter régulièrement et poliment de leurs problèmes, au lieu de recourir à la violence. Les efforts des agents n'ont souvent rencontré qu'un succès limité. De nombreux voisins ont exprimé leur choc et leur incrédulité, mais n'avaient que peu d'informations à offrir sur Crooks ou sa famille. Dans un cas, les agents ont abordé 2 personnes assises sous leur porche. Après une brève conversation, il est apparu clairement qu'elles ne savaient pas grand-chose sur le tireur ou sa famille. Les agents ont poursuivi leurs recherches de toute personne susceptible d'apporter des informations utiles. Les recherches se sont poursuivies au domicile des Crooks. Les agents ont découvert divers objets, chacun soigneusement répertorié et mis en sac en tant que preuve potentielle. La découverte de matériaux pour la fabrication de bombes a été particulièrement alarmante, suggérant que les Crooks avaient peut-être planifié d'autres actes de violence. Un ancien camarade de classe a déclaré qu'il était difficile de réconcilier la personne qu'il connaissait au lycée avec celle qui a commis ce crime, car Crooks n'a jamais été quelqu'un dont il se serait inquiété. À la suite de la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, les autorités ont rapidement ouvert une enquête sur les antécédents de Thomas Matthew Crooks. Le FBI et d'autres organismes d'application de la loi ont travaillé sans relâche pour percer les mystères de la vie de Crooks, dans le but de découvrir les motivations derrière ces actions choquantes. Cette section se penche sur les détails de cette enquête, en examinant l'activité de Crooks sur les médias sociaux, ses affiliations politiques et les efforts du FBI pour reconstituer le puzzle de ses motivations. L'enquête a commencé par un examen approfondi de l'empreinte numérique de Crooks. Le FBI a minutieusement examiné ses comptes de médias sociaux,
en se concentrant particulièrement sur sa présence sur Discord, une plateforme couramment utilisée par les joueurs et les communautés en ligne. Bien qu'il ait un compte, Crooks avait été inactif pendant plusieurs mois avant l'attaque, et rien ne prouve qu'il ait utilisé la plateforme pour promouvoir la violence ou discuter d'opinions politiques. L'absence de contenu incriminant sur les comptes de médias sociaux de Crooks a laissé les enquêteurs avec plus de questions que de réponses. Ils ont étendu leur enquête aux relevés téléphoniques et ont interrogé la famille, les amis et les connaissances de Crooks dans l'espoir de comprendre ses motivations. Les affiliations politiques de M. Crooks ont également retenu l'attention. Alors qu'il était inscrit comme électeur républicain en Pennsylvanie, il avait également fait un petit don à un comité d'action politique progressiste le jour de l'investiture du président Joe Biden. Ces informations contradictoires ont compliqué les efforts visant à comprendre ses tendances politiques et ses motivations. Malgré ces efforts, le FBI a eu du mal à identifier un motif idéologique clair derrière les actions de Crooks. L'absence de déclarations menaçantes en ligne et l'ambiguïté de ses affiliations politiques n'ont fourni que peu de pistes, suscitant diverses spéculations et théories sur ses intentions. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le FBI s'est intéressé à l'histoire personnelle et au profil psychologique de Crooks. Les entretiens avec ses anciens camarades de classe, ses professeurs et ses employeurs ont révélé une éducation perturbée, marquée par des brimades et un isolement social au cours du lycée. Cependant, rien ne laisse supposer qu'il ait eu des antécédents de maladie mentale ou de comportements violents. La découverte de matériel de fabrication de bombes dans la voiture de Crooks indique une préméditation et soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'autres actes de violence. Le FBI a retracé l'origine de ces matériaux et a cherché à savoir si Crooks avait agi seul ou s'il avait eu des complices. Tout au long de l'enquête, le FBI est resté en contact étroit avec la famille de Crooks, qui s'est montrée coopérative mais n'a pas pu fournir d'indications sur ses motivations. Son employeur l'a décrit comme quelqu'un de calme et de discret, qui n'avait jamais eu de problème de comportement au travail. Malgré des efforts considérables, notamment en surveillant les plateformes en ligne à la recherche de liens extrémistes, l'enquête n'a pas permis de mettre en évidence des liens clairs avec des idéologies ou des groupes radicaux. En l'absence d'un motif précis, les enquêteurs et le public ont été confrontés à la question de savoir pourquoi Crooks avait perpétré l'attentat, ce qui souligne la complexité et la nature continue de l'enquête. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.